Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sur la lutherie, une première d'une longue série. Alors si tu es guitariste confirmé aux débutants et que ta guitare elle est sale et qu'elle ne sonne pas bien, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te donner toutes les astuces à faire et à ne pas faire pour arranger ça. Si tu viens de découvrir la chaîne par le biais de cette vidéo, je t'invite à t'abonner pour ne rien rater. Si tu veux soutenir la chaîne, il y a un compte Tipeee associé et je mets tous les liens de mes réseaux sociaux en description. Avant de commencer, je voudrais mettre en garde les personnes qui ne sont pas très à l'aise avec le bricolage en général. Donc si vous ne vous sentez pas capable, je vous conseille plutôt d'aller voir un luthier. Parce qu'il y a des étapes d'entretien comme le vernis et de réglage comme le truss rod qui peuvent endommager l'instrument et que ça soit irréversible. Alors aujourd'hui, pour vous illustrer l'entretien et le réglage, j'ai la chance de le faire sur une Takamine GE410 GT. Alors ouais, je vous l'ai un petit peu trop vendu, mais c'est une guitare assez rare. J'ai fait quelques recherches sur internet et j'ai rien trouvé à part des photos et des petits forums. Grâce au numéro de série, je sais que c'est une guitare qui a été fabriquée en décembre 85 au Japon. Plus précisément à la préfecture de Gifu, à Nakatsugawa. Et pourquoi Takamine? Eh bien tout simplement parce que l'atelier de lutherie se trouve au pied de la montagne Takamine au Japon. Voilà pour la petite histoire. Alors pour ce qui est des bois, sur les forums, ils me parlaient de la cajou. On verra au démontage des micros et de la plaque arrière. En tout cas, la touche, c'est sûr, c'est du palissandre. Et ça a un manche collé. Donc voilà. Donc pour commencer, je vais démonter les cordes et je vais vous montrer comment entretenir vos frettes et nettoyer la touche. Donc voilà, une fois les cordes enlevées, on va camoufler les micros parce qu'on va frotter la touche à la laine d'acier 000 et je voudrais pas qu'il y ait des mailles de fer qui vont se coller sur le micro. Donc pour ça, je vais prendre du scotch de masquage. Donc, je vais masquer le micro et par au-dessus, je vais venir mettre un cuir que j'ai découpé dans un fauteuil et je vais protéger le corps. Voilà. Avec la laine d'acier, je ne pourrais pas abîmer le vernis à cet endroit-là. Donc on peut venir frotter avec de la laine d'acier 000, mais toujours dans le sens de la fibre du bois. Donc dans ce sens-là. Donc là je vais démonter le scié. Donc pour ceux qui ont remarqué tout à l'heure, il est tombé. Justement je dois le refaire, mais ça sera dans une autre vidéo. Donc je l'enlève et je vais démonter le truss rod et camoufler une partie ici pour pas abîmer le vernis de la tête. Donc cette étape, il faut la faire quand la touche elle est bien encrassée. Et ça ne sert pas à nettoyer les frettes, ça sert à nettoyer la touche. Les frettes, on va venir après. Donc voilà, une fois que vous avez bien mal au doigt et que vous sentez plus votre main, c'est que c'est bon. Maintenant, on va passer au nettoyage des frettes. Donc là, je vais masquer la touche. Donc là, je viens placer le scotch à ras de la frette. Comme ceci, et un autre morceau de l'autre côté. Voilà. Et à chaque fois, ces deux bouts de scotch, je vais les décaler. Je vais m'en servir 2-3 fois, et après je rechangerai. Et là, je le fais dans le sens de la frette. C'est pour ça que je camoufle ma touche, pour éviter de griffer le bois dans le sens contraire des fibres. Un petit coup de pinceau. Ce scotch là, je viens de mettre là. Et celui-ci, je viens de mettre là. A few moments later. Et voilà, le polissage est terminé. Je l'ai fini avec la Dremel, avec un feutre et de la pâte à polir. Donc le résultat, ça donne ça. Wow. Là, c'est un miroir
et elles sont toutes neuves. Une fois cette étape faite, moi j'aime bien débarrasser le plan de travail et nettoyer toutes les mailles de fer qu'il peut y avoir dessus. Ça évitera par la suite de manipuler la guitare et de venir faire des micro-rayures sur le vernis. Alors voilà, le plan de travail est tout propre, on va pouvoir nourrir la touche. Pour nourrir la touche en palissandre, moi je mets de l'huile de citron. Il y en a qui mettent de l'huile de lin, de l'huile d'olive ou même de la cire pour parquet. Après, chacun ses préférences. Et pour la touche en ébène, là ici c'est pas le cas, mais pour les touches en ébène, moi je préfère mettre de l'huile de paraffine fine. Donc là je vais appliquer. Je vais laisser agir un peu et je reviendrai frotter par la suite. Alors voilà, les frettes et la touche, on est tout bon. Maintenant on va nettoyer les différentes parties de la guitare et rénover le vernis. Donc moi pour commencer, je vais dépoussiérer tout avec un pinceau. On va nettoyer tous les micros, le chevalet, les potards, etc., les mécaniques. Ensuite, une fois que j'ai tout dépoussiéré, je vais tout nettoyer à l'eau savonneuse. De l'eau ferrugineuse. Avec un chiffon microfibre. Pourquoi je le nettoie à l'eau savonneuse? Parce que si on vient appliquer un rénovateur de vernis et que la guitare est encore sale ou qu'il y a encore des petites particules dessus, on va rayer la guitare. Donc c'est pour ça que j'utilise de l'eau savonneuse pour dégraisser et pour nettoyer correctement la guitare. Et ensuite, pour finir, je viens lui appliquer un rénovateur de vernis. Alors cette marque-là, vous pouvez la retrouver sur Amazon, je mets les liens en description. Donc maintenant, je vais vous expliquer la différence entre un rénovateur et un polish. Parce que moi, avant, je faisais l'erreur de confondre les deux. Alors la différence entre un rénovateur et un polish, c'est qu'un rénovateur, on va ajouter de la matière et un polish, on va en retirer. Donc je vais vous expliquer un peu mon petit schéma. Donc en bleu, c'est le vernis, en rouge, c'est la peinture et en vert, c'est le bois. Et le petit V que vous voyez ici, ça représente une micro-rayure. Donc avec le rénovateur, on va rajouter de la matière. Donc je vais appliquer mon rénovateur sur le vernis. Je vais le laisser agir quelques instants et ensuite je vais ressuyer le surplus. Donc le rénovateur, il va rester dans la micro-rayure. Et c'est ça qui va rendre la micro-rayure invisible. Mais elle n'est pas retirée, elle est juste invisible. Tandis qu'avec le polish, on va appliquer le produit à polisher. Bien souvent, il est abrasif. C'est pour ça qu'il en existe 3 types, du plus gros au plus fin. Et ensuite, on va venir le travailler avec un feutre, une polisseuse. Et là, on va retirer toute la matière. Le produit va venir retirer du vernis pour arriver jusqu'au fond de la rainure. Voilà. Et c'est pour ça que le vernis, après, il est nickel. Mais cette méthode-là, avec le polish, il faut s'assurer qu'on a assez d'épaisseur de vernis pour ne pas passer à travers. Si on n'a plus assez de vernis et qu'on s'amuse à polir, on peut passer à travers le vernis et atteindre la peinture. Et c'est ça le problème. Donc là, ici, c'est bien un rénovateur. On va combler les micro-rayures. Donc les grosses griffes, ça ne va pas les retirer. Hein. Ce n'est pas un produit miracle non plus. Mais ça va combler toutes les micro-rayures et ça va rénover justement le vernis. D'où l'intérêt de bien nettoyer la guitare. Parce que s'il y a quelqu'un d'autre qui est passé avant vous et qui a mis du produit, on va enlever l'ancien produit avec l'eau savonneuse et ensuite remettre du nouveau et le vernis sera vraiment bien rénové. Et avant de commencer à nettoyer, je voulais vous montrer une autre petite astuce pour démonter les boutons. Donc si vous avez du mal à démonter les boutons, vous prenez un chiffon, vous le passez juste en dessous du bouton, vous faites un tour comme ceci et vous faites comme si vous allez faire un nœud en tirant. Voilà. Là, ce bout-là, vous le repassez au-dessus. Et là, normalement, si vous tirez, le bouton, il vient tout seul. Ça évite d'abîmer le bouton et de trop forcer. Donc, je repasse en dessous. Je fais un tour en le passant, bien entendu, en dessous.
Voilà. Et je viens tirer. Tout simplement. Hop, un petit tour. Et voilà. Donc là pour le chevalet, c'est pareil, à l'aide d'un pinceau, vous venez tout nettoyer les pontées, les micros, sans oublier les mécaniques. Donc là au préalable, je me suis préparé de l'eau savonneuse avec un chiffon microfibre. Donc vous voyez, il n'est pas trempé, c'est juste humide. Et vous nettoyez. Et ensuite, vous venez ressuyer correctement, pareil, avec un chiffon microfibre. Alors, je ne vais pas vous cacher que j'ai démonté le chevalet et tous les pontés pour bien nettoyer parce que celui-ci était bien oxydé et je ne pouvais pas le nettoyer qu'au pinceau. Alors maintenant, on va s'attaquer au rénovateur. Donc, c'est très simple, on prend une microfibre, on vient bien mélanger le produit. On va en mettre un peu sur le chiffon. On va tamponner la zone à nettoyer. Voilà, pour bien appliquer le produit. Et ensuite, on va faire des petits ronds. Dans un sens et dans l'autre. Pour bien faire pénétrer le produit dans les rayures. Donc moi en général, je fais une moitié. Et après, je retourne la guitare et je fais l'autre moitié. Une fois que le produit commence à disparaître, on va le laisser sécher un petit peu. Et après, on viendra avec un chiffon propre pour essuyer le surplus. Donc pendant que le produit il sèche de ce côté-là, je voulais vous mettre en garde par rapport au vernis. Donc il existe deux sortes de vernis sur les guitares. Donc il y a des guitares qui ont un vernis PU, donc c'est tout ce qui est japonaise, on va dire asiatique, et un vernis cellulose. Et un vernis cellulose, Gibson, ils en utilisent, et Fender jusqu'aux années 60, si je dis pas de bêtises. Donc il faut faire très attention avec le vernis cellulosique parce qu'il est dilué à l'alcool. Et si vous utilisez un produit à base d'alcool, vous allez brûler votre vernis. L'alcool, non, mais l'eau farragineuse, oui. Donc faites très attention aux produits que vous utilisez sur le vernis. Donc voilà, je vais remonter les derniers moutons. Donc voilà, je vais remonter les dernières pièces et après on peut passer au réglage. Donc voilà, avant de commencer les réglages et à remonter les cordes, j'aime bien faire un petit coup de propre sur l'établi. Alors voilà, j'ai fini de remonter les cordes et je ne vais pas vous cacher que j'ai refait le scié. Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc maintenant, on va pouvoir accorder la guitare et pouvoir passer au réglage. À savoir que tous les réglages qu'on effectue, on les effectue en position de jeu. Donc moi ici, je suis gaucher, donc je la prends à gauche. Mais tous les réglages qu'on va effectuer, on va les effectuer dans cette position-ci. Si on s'amuse à la régler dans cette position, on a le poids du corps sur le manche. Donc le manche, il est forcément concave. Il y a forcément un creux. Donc tous les réglages seront faussés. Donc première chose, l'accordage.
Donc voilà, la guitare elle est accordée. Donc je voulais vous dire aussi que l'ordre de réglage, il est important. Il ne faut pas s'amuser à régler la justesse avant le manche. Ça a un ordre, donc suivez bien l'ordre chronologique. Donc pour régler le manche, on va actionner le truss rod. Donc un truss rod, ça se présente comme ceci. Donc à l'intérieur de la guitare, il se trouve comme ça, à plat. Le fer plat ici, il se trouve vers la touche. Donc quand on va venir le serrer, il va se bomber. Donc là, c'est ce qui se passe dans votre manche. Et si on vient le desserrer, là, ça va le rendre concave. C'est assez dur quand même. Voilà. Donc là, il est concave. Et c'est ce qu'on cherche à avoir sur le manche, mais que ce soit vraiment léger. Donc pour vérifier ça, on va venir mettre un capot d'astre à la première case. On va venir pincer la dernière case et on va venir voir ce qui se passe à la 12e frette. On ne doit pas avoir plus de 2 dixièmes. Donc pour vérifier ça, on va venir prendre un jeu de câble de mécanicien. Donc je vous mettrai le lien en description si vous n'en avez pas. Et de vérifier à la 12e. Donc s'il est trop concave, s'il y a un trop grand creux, on va le resserrer. On va réduire le creux. Mais s'il est trop convexe, trop bombé, là ça va friser. Donc du coup vous allez le desserrer et ça va le rendre concave, comme ceci. Il ne faut pas trop le rendre concave parce qu'après c'est pas agréable à jouer et ça risque de friser. Si vous jouez là dans un creux, ça risque de friser ici. Et si vous rendez trop convexe, si vous jouez ici, ça risque de friser à cet endroit-là. Donc il ne faut pas plus de 2 dixièmes au niveau de la 12e frette. Donc une fois le réglage du manche effectué, on va pouvoir passer à la hauteur de corde. Donc on va vérifier la hauteur de corde au niveau du scié. Donc à savoir que si la hauteur des cordes au niveau du scié, elle n'est pas bonne, je vous conseille plutôt d'aller voir un luthier pour qu'il vous le règle correctement. Mais pour vérifier, c'est tout simple, on va venir appuyer sur la 3e frette et on va regarder ce qui se passe à la première. Il ne faut pas avoir plus de 2 dixièmes. Donc une fois ça vérifié, on va pouvoir passer à la hauteur des cordes au niveau du chevalet. La hauteur des cordes, c'est plutôt personnel. C'est par rapport à votre confort de jeu et comment vous vous sentez sur la guitare. Mais pour un réglage standard, il faut savoir que la hauteur de la corde mi grave, la hauteur à la 12e frette, elle doit être comprise entre 1,5 mm et 2 mm. Donc ça, c'est le standard. Et pour la corde mi aiguë, il est compris entre 1 mm et 1,5 mm. Après, si vous voulez descendre l'action, donc la hauteur de corde, vous pouvez, mais il ne faut pas aller à l'encontre de la mécanique de l'instrument. Si vous descendez de trop, ça va commencer à friser. Et pour régler ça, c'est très simple. On va prendre une clé BTR et on va venir régler chaque pontée. Donc là, on a la chance que c'est des pontées individuelles. Donc on va pouvoir régler corde par corde. Les pneumatiques chez Gibson, c'est 2 vis, on vient les monter en parallèle ou un peu décalé. Moi, je préfère monter la mi grave un peu plus haute que la mi aiguë. C'est personnel. Après, vous faites ce que vous voulez au niveau de la hauteur. Du moment que l'instrument il sonne sans friser, c'est le principal. Donc ici, ce qu'il faut faire attention, comme c'est des pontées individuelles, on va régler aussi le radius. Donc le radius, c'est la courbure de la touche. Donc ici, il existe ce genre de cale pour régler la courbure du radius au niveau des pontées. Donc ça, pareil, je vous le mets en description, vous irez faire un tour. Et pour régler ça, ce sont les petites vis ici. Il ne faut pas s'amuser à les mettre à plat parce que votre guitare, elle va friser. Il faut respecter la courbe, donc le radius de la touche. Et il faut éviter aussi de régler votre pontée de biais. Il faut que votre pontée soit bien à plat. Donc voilà, ce qu'il faut éviter d'avoir, c'est ça. Ce ponté ici, il est de biais. Vous voyez, il part vers la gauche. Donc je vais corriger ça. Il faut essayer de le mettre le plus à plat possible. Voilà, là, c'est pas trop mal. Une fois la hauteur des cordes réglée, le radius et tout ce qui va bien, on va passer à la justesse de l'instrument, ou l'intonation, ou la compensation, comme vous voulez. Donc comment régler la justesse de l'instrument? Tout simplement, on va venir actionner les petites vis ici à l'arrière pour avancer ou reculer le ponté. On va faire sonner la corde grave, la mi grave. On va avoir un mi qui est juste et on va venir fretter la 12e et on doit avoir un mi juste. Donc si la note elle est trop aiguë, ça veut dire que la distance entre la 12e frette et le ponté elle est trop courte. Donc à ce moment-là, on va venir resserrer, donc reculer le ponté pour augmenter la distance. Et à l'inverse, si la note elle est trop grave, ça veut dire que la distance entre la 12e
et le ponté, elle est trop grande. Et à ce moment-là, on va venir desserrer pour avancer le ponté et réduire la longueur de la corde vibrante entre la 12e et le ponté. Et on va faire ça sur chaque corde. Et c'est là le plus important, ce réglage-ci, il faut bien entendu le faire en position de jeu. Si vous le faites allongé, comme je vous ai dit tout à l'heure, le poids du corps est sur le manche et la corde est détendue. Donc quand vous allez la reprendre, elle sera légèrement plus tendue et du coup votre réglage ici, il n'aura plus aucun sens. Et la dernière petite astuce, ça sera au niveau des micros, le réglage des micros. Encore une fois là, c'est personnel. Donc plus vous allez monter le micro, plus vous aurez d'attaque, mais moins vous aurez de sustain. Étant donné que le micro il est magnétique, le magnétisme du micro il va ralentir l'amplitude de la corde. Donc la note elle va sonner moins longtemps. Et à l'inverse, plus vous allez le descendre, plus vous aurez de sustain et moins vous aurez d'attaque. Alors voilà, j'espère que la vidéo elle vous a plu. J'ai essayé de vulgariser au maximum. Si vous êtes luthier et que j'ai dit des âneries, n'hésitez pas à me reprendre, ça me fera évoluer. Si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas, pour soutenir la chaîne, j'ai un petit compte Tipeee. Je mets tous les liens du matériel et de mes réseaux sociaux en description. Et n'oubliez surtout pas que le savoir partagé ne se divise jamais, il se multiplie. Moi je vous dis merci de m'avoir regardé. À la prochaine. Ciao!